Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, je suis très honorée de pouvoir aujourd'hui vous présenter quelques aspects des recherches que je mène avec mon groupe à l'UCL sur l'embryon bovin produit in vitro, donc qui est en fait mon modèle principal de recherche, comme je vais essayer de vous le montrer. Donc, un petit historique pour commencer. Le premier mammifère pour lequel on a obtenu au-dessus. Voilà, le premier mammifère pour lequel on a obtenu des nouveau-nés vivants après fécondation in vitro, c'est le lapin en 1959. Bien sûr, je pense que vous vous souvenez de la naissance très médiatisée de Louise Brown en 1978, donc premier bébé humain issu de la fécondation in vitro. Ensuite, nous voyons arriver donc l'essentiel des animaux domestiques, avec le petit retardateur, le petit dernier, le chien, tout récemment. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi le chien a été le dernier animal domestique à pouvoir avoir un succès pour la fécondation in vitro. Mais si vous avez des questions, on pourra en parler. Alors, l'objectif de développer des techniques de production in vitro d'embryons chez les animaux domestiques est très différent de ce qu'on retrouve pour la fécondation in vitro humaine, puisqu'il s'agit pratiquement, rarement, en tout cas pratiquement jamais, de soigner ou de rendre fertiles des animaux stériles. Mais donc pour les animaux de production, il s'agit essentiellement d'augmenter le nombre de descendants sur la lignée femelle pour améliorer la vitesse de sélection, la vitesse de gain génétique, en partant alors des meilleures femelles du troupeau et en augmentant leur descendance. On peut ainsi, pour prendre l'exemple bovin, une vache a normalement un veau par an à partir de l'âge de 2 ans, elle peut produire 2 veaux par mois grâce à la technique de production in vitro. À côté de ça, la technique est aussi utilisée pour multiplier rapidement des populations menacées, que ce soit des races locales menacées ou des lignées menacées dans les races locales. Et donc, ça permet d'améliorer la conservation de ces races pour maintenir une certaine diversité génétique dans la race. Nous utilisons depuis pas mal d'années aussi les embryons produits in vitro comme modèle pour des études fondamentales, d'abord pour comprendre les mécanismes de la maturation ovocytaire, de la fécondation et du développement embryonnaire précoce, qui sont très difficiles à explorer in vivo dans l'animal. Et donc, les 3 étapes de la technique, maturation, fécondation et culture de l'embryon, sont développées notamment dans l'espèce bovine depuis quelques années. À côté de ça, bien sûr, il y a aussi des recherches plus appliquées et j'essaierai de vous montrer que, entre autres, l'embryon bovin produit in vitro est un bon modèle pour optimiser ou en tout cas comprendre ce qui peut éventuellement se passer lors de techniques de reproduction assistée dans l'espèce humaine, mais aussi comme modèle pour développer des techniques de reproduction assistée dans les espèces sauvages. On pense notamment aux félidés sauvages pour lesquels le chat domestique est un très bon modèle. Et enfin, il ne faut pas oublier que sans le développement des techniques de production in vitro d'embryons, eh bien, on aurait beaucoup de mal à développer d'autres biotechnologies de la reproduction, comme le clonage reproductif ou la transgénèse. Juste un petit mot pour vous dire comment nous démarrons la technique de production in vitro d'embryons bovins. Donc, nous travaillons soit sur des animaux vivants, et ça c'est exceptionnel dans notre cas au laboratoire, pour récolter alors des ovocytes non maturés par ponction ovarienne écoguinée, donc l'ovum pick-up. Donc vous avez ici une image de l'échographie d'un ovaire de vache. Mais le plus souvent, nous produisons nos embryons au laboratoire à partir d'ovaires récoltés dans les abattoirs. Et donc, nous ponctionnons les follicules ovariens pour récupérer alors les complexes ovocytes cumulus qui sont alors mis en maturation. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, donc, la première étape, c'est la maturation in vitro. Donc, on part de l'ovocyte immature pour arriver à un ovocyte maturé, qui est donc prêt à être fécondé. Donc, la deuxième étape, la plus courte, c'est la fécondation in vitro proprement dit. Et puis, donc, si tout va bien, on obtient un embryon, une cellule, qu'on va cultiver pendant une petite semaine
pendant laquelle il va d'abord subir la phase de segmentation. Au cours de cette phase de segmentation, il y a un élément critique, un moment critique qui est la transition materno-embryonnaire, c'est-à-dire le moment où le génome de l'embryon s'exprime et donc l'embryon va produire ses propres ARN messagers, ses propres protéines. Dans les phases antérieures, tout le contrôle du développement est lié à ce qui a été accumulé dans l'ovocyte lors de l'ovogenèse. Deuxième phase critique, c'est la première phase de différenciation, l'embryon. Donc on passe de le stade morula au stade blastocyste avec la formation des deux premières lignées cellulaires. Alors c'est la dernière étape qu'on peut atteindre in vitro dans toutes les espèces. À part, on peut aller jusqu'à l'éclosion, mais au-delà, l'embryon va dégénérer en culture et donc on est obligé de le transférer en mère porteuse. Juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe après dans l'utérus de la vache, eh bien, l'embryon bovin, comme la plupart d'ailleurs des embryons d'animaux domestiques, ne va pas s'implanter directement, mais va continuer à se développer librement dans l'utérus pour finalement prendre cette forme filamenteuse d'environ 30 cm avant l'implantation qui a lieu à jour 21 chez la vache, en tout cas qui commence à jour 21 chez la vache. Et la gastrulation donc, a lieu pendant cette phase où l'embryon se développe librement dans l'utérus. Alors si on compare ce développement à celui du modèle le plus souvent utilisé lorsqu'on étudie l'embryon précoce, c'est-à-dire bien sûr la souris, bon, là on peut cultiver facilement des embryons, une cellule récoltée sur des souris après superovulation. Mais l'inconvénient du modèle souris, c'est que la vitesse de développement de l'embryon chez la souris est beaucoup plus rapide. Donc les éléments critiques comme la transition matériau-embryonnaire ou la différenciation vont se faire vraiment sur 3 jours. Et c'est donc très difficile de séparer les différentes phases et de les étudier. De plus, on s'est rendu compte que, sans doute lié à la cinétique très rapide du développement chez la souris, finalement, le contrôle du développement embryonnaire se faisait différemment et la différenciation se faisait différemment chez la souris que chez la vache et que chez l'homme, puisque si je rajoute ici ce qu'on pratique le plus souvent en reproduction assistée humaine, on ne pratique pratiquement jamais la maturation in vitro. Donc l'étape majeure, c'est la fécondation in vitro. Et puis l'embryon va être cultivé pendant 2 à 4 jours, c'est-à-dire qu'on peut déjà transférer dans l'utérus de la maman des embryons au stade 4 cellules, ce qui ne marche pas du tout dans les autres espèces. Et on peut aller, suivant les cliniques, suivant les choix qui sont faits, jusqu'au stade blastocyste. Et donc la cinétique de développement de l'embryon humain, à ce stade-là, j'insiste parce qu'après ça change, est très proche de l'embryon bovin et plus que de celui de souris. Alors revenons en bovin, nous avons obtenu à l'UCL en 1991, donc je n'étais pas encore à l'UCL à ce moment-là, les 2 premiers veaux issus de la maturation, la fécondation et la culture embryonnaire, qui ont été baptisés natifs et désirés de l'éprouvette à l'époque. Et ce travail, ce succès, on le doit à Alban Massip, qui a été vraiment un pionnier dans le domaine et qui a vraiment mis en place le laboratoire dans lequel je travaille encore actuellement. On s'est aussi intéressé à l'époque aux techniques de cryoconservation de l'ovocyte et de l'embryon. Et donc ici, c'est aussi un succès de l'UCL à l'époque, donc du même groupe auquel j'appartenais à ce moment-là, qui était de pouvoir obtenir des petits veaux plus ou moins normaux après une double vitrification. Donc la vitrification, c'est un processus de cryoconservation où on va cryoconserver ici d'abord l'ovocyte, on le réchauffe, on le féconde, on cultive l'embryon, on revitrifie l'embryon et on retransfère en mère porteuse. Alors ça a l'air très bien, tout a l'air de bien fonctionner quand on regarde ça, mais il faut quand même revenir à la raison. Le rendement n'est quand même pas extraordinaire. Ça, ce sont des chiffres qu'on peut obtenir aujourd'hui de rendement de la technique. Donc si on prend 100 ovocytes au départ, on obtient en moyenne, quand tout va bien, 35 blastocystes à jour 7. Et si on transfère ces blastocystes en mère porteuse, eh bien on aura
30-40% de gestation, et on aura encore des pertes jusqu'à la naissance, ce qui fait qu'à l'arrivée, on aura 10-12 veaux maximum. Alors, des études ont montré, même si c'est un peu caricatural, de dire que le taux de développement jusqu'au stade blastocyste, lorsque les conditions de culture sont correctes, dépend essentiellement de la qualité des ovocytes qu'on a récoltés des pas. Il ne faut pas oublier que les ovocytes ne sont pas maturés in vivo, mais bien maturés in vitro. S'ils ont maturé in vivo, alors là, les taux de développement vont augmenter fortement jusqu'à environ 70% de blastocyste. Par contre, lorsqu'on s'intéresse aux taux de gestation qui sont anormalement faibles, on devrait obtenir environ 60% de gestation si l'embryon a été entièrement produit in vivo, eh bien, on accuse à ce moment-là les conditions de culture suboptimales, y compris pour les pertes qu'on a aussi pendant la gestation. Alors, il ne faut pas croire non plus que lorsque la gestation se poursuit, on aura un veau normal à la sortie. Au début, dans les années de développement de la technique, notamment dans les années 80-90, on a observé un taux anormalement élevé, même parfois jusqu'à 30% de veaux anormaux, qui présentaient à la naissance des anomalies qu'on a regroupées sous le nom de Large Offspring Syndrome. Alors ça ne se voit pas sur la photo, mais ce veau, qui est un veau Holstein, a double du poids qu'il devrait avoir à la naissance. Et en plus de cela, on a remarqué qu'il y avait très fréquemment des anomalies fétales et placentaires, des avortements, et bien sûr, à cause de la taille du veau, aussi des problèmes de dystocie. Et quand le veau survivait à la naissance, il pouvait être atteint de troubles métaboliques qui pouvaient aussi entraîner sa mort. Alors ce Large Offspring Syndrome a été très rapidement mis en parallèle avec le syndrome de Beckwith-Wiedemann, qui était connu par ailleurs chez les bébés, et dont l'incidence a augmenté, alors suivant les sources, de 2 à 7 fois chez les enfants issus de fécondation in vitro. Ces deux syndromes sont proches parce que dans les deux cas on a du gigantisme, mais surtout parce que l'origine semble très similaire, puisqu'il s'agit de troubles, c'est une maladie épigénétique liée à en fait, un défaut dans ce qu'on appelle l'empreinte parentale. Donc, pour résumer, donc, on reçoit un allèle de son père, pour chaque gène, un allèle de son père et un autre de sa mère. Et pour certains gènes, un seul des deux allèles doit s'exprimer. Et si les deux allèles s'expriment, eh bien, on a des anomalies de développement, comme c'est le cas ici. Et donc, on a pu localiser le problème, en tout cas pour le syndrome de Beckwith-Wiedemann, et on sait que c'est lié au système IGF2, récepteur IGF2, qui ne s'exprime pas de manière correcte. Alors, bon, évidemment, ceci n'était pas connu au moment où on avait l'explosion des veaux anormaux suite au début de la fécondation in vitro dans l'espèce bovine. On observait aussi des déviations du sexe ratio, et là on en observe surtout dans les espèces domestiques, mais il n'est pas exclu qu'il y en ait aussi dans l'espèce humaine, et pratiquement toujours en faveur des embryons mâles qui survivaient mieux à la technique que les femelles. Alors, dès les années 80, et surtout dans les années 90, on a incriminé le sérum qu'on rajoutait dans le milieu de culture comme étant responsable du Large Offspring Syndrome. Et donc, bien sûr, on s'est tous attaqués à développer des milieux de culture sans sérum, y compris donc dans mon laboratoire. Et ceci est une des études qu'on a menées, et on a pu développer un milieu où on a remplacé le sérum par de l'albumine bovine et aussi un mélange d'insuline-transférine sélénium qui est fréquemment utilisé comme substitut de sérum en culture cellulaire. Et ce milieu s'est avéré quand même de très bonne qualité, puisqu'il est utilisé par beaucoup d'équipes aujourd'hui et aussi sur le terrain par des centres de sélection. L'inconvénient, et ce qui fait que certains laboratoires utilisent encore ce milieu additionné de sérum. L'inconvénient majeur de passer à un milieu sans sérum, c'est que vous voyez, vous avez une diminution significative du taux de développement des embryons jusqu'au stade blastocyste, qui est le stade d'intérêt, qui est le stade de transfert ou de congélation. Par contre, si on regarde des éléments qualitatifs, bon, ici les différences ne sont pas significatives, mais on voit quand même que l'éclosion du blastocyste qui est nécessaire pour la poursuite de son développement, les taux d'éclosion sont meilleurs, et surtout les embryons résistent mieux à la congélation.
Cette meilleure résistance à la congélation, nous avons pu la lier à la charge en gouttelettes lipidiques des embryons. Donc, vous avez ici un embryon au stade morula produit en présence de sérum, et vous voyez tous les petits points orange correspondent en fait à des gouttelettes lipidiques qui sont colorées ici avec la coloration du rouge de Nil. Et vous voyez tout de suite que l'embryon produit sans sérum a moins de gouttelettes lipidiques. Aussi, si nous faisons des transferts de ces embryons, on appelle chez nous des transferts transitoires, c'est-à-dire qu'on transfère les embryons pendant une semaine dans une mère porteuse et on les récupère ensuite, on observe que les embryons produits en présence de sérum présentent un retard de développement par rapport aux embryons produits sans sérum et qui ont un stade de développement qui est plus proche des embryons in vivo. Donc tout ça nous a convaincus de continuer à utiliser ce milieu sans sérum pour à la fois nos recherches et nos applications. Alors l'autre problème que j'avais évoqué, c'est les déviations du sexe ratio en faveur des mâles. Donc c'est un sujet qui a été très fort abordé par une équipe espagnole qui est dirigée par Gutiérrez Adán et qui a très clairement montré, avec d'autres, mais c'est surtout leur travail, que les blastocystes bovins femelles présentaient une surexpression des gènes liés au chromosome X, et ce, avant l'inactivation du X. Donc, je pense qu'on avait une très belle conférence au Collège de Belgique sur l'inactivation du X, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, cette inactivation du X va se produire au cours du développement et sera terminée lors de la gastrulation. Mais avant cela, donc pendant les premières semaines de développement, en tout cas chez le bovin, ça dure environ une semaine, vous avez une surexpression de gènes liés au X chez les femelles, puisque les mâles en ont 15. Ceci entraîne clairement, et ça il y a beaucoup d'études qui le montrent, des différences métaboliques entre les embryons mâles et femelles, dès le début du développement, dès la transition materno-embryonnaire, ce qui va conduire à des différences d'adaptation de l'embryon à l'environnement en fonction de son sexe, et aussi à des différences, ça c'est un nouveau sujet que nous aimerions bien développer dans le cadre d'un projet européen, qui pourrait, donc avec des modèles in vitro, pour étudier les interactions embryo-maternel en fonction du sexe de l'embryon. Alors, la conséquence peut être aussi à long terme. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'il y a aussi des différences épigénétiques entre les embryons mâles et femelles, et que ces différences épigénétiques, là aussi, je pense que je ne peux pas vous rappeler ce que c'est l'épigénétique, vont persister après l'inactivation du X et peuvent avoir des effets donc, à long terme sur le développement, mais aussi sur le nouveau-né et l'adulte. Alors, on peut mieux comprendre dans ce cas-ci pourquoi, dans certaines conditions, vu la différence observée entre embryons mâles et femelles, un sexe se développera mieux que l'autre. Et donc, ces fameuses déviations du sexe ratio par rapport aux 50-50 attendus qu'on peut observer en production in vitro d'embryons bovins. Alors, nous avons voulu un petit peu caractériser mieux ces différences obtenues chez les embryons bovins en fonction du sexe. Et nous avons étudié un paramètre de qualité qui est le taux d'apoptose, donc le nombre la proportion de cellules apoptotiques dans un embryon au stade blastocyste. Pour réaliser cette étude, nous avons produit des embryons avec ce qu'on appelle la semence sexée. Bon, les spermatozoïdes n'ont pas de sexe, mais il y a des techniques de cytométrie de flux qui permettent aujourd'hui, de manière industrielle, de séparer les spermatozoïdes porteurs d'un X ou d'un Y. Et donc, c'est utilisé pour produire des mâles ou des femelles, et là on produit essentiellement des femelles, parce que dans l'industrie laitière, évidemment, ce ne sont que les vaches qui produisent du lait. Et donc, nous avons pu obtenir cette semence sexée, qui est assez chère, il faut bien le dire, pour produire des corps d'embryons mâles et femelles, et nous avons donc ainsi pu réaliser les premières études pour comprendre quelles étaient les différences entre les embryons, en fonction aussi des conditions de culture. Donc on a repris nos deux conditions, donc milieu avec sérum, milieu avec albumine. La première chose qu'on voit, et ça d'autres l'ont vu aussi, c'est qu'en présence de sérum, on observe clairement un taux d'apoptose plus élevé. Alors c'est normal d'observer de l'apoptose dans ces embryons à ce stade-là. Par contre, si le taux est trop élevé, évidemment, ça veut dire que les embryons sont de mauvaise qualité et peuvent ne pas survivre ensuite. Donc, première chose. Mais la deuxième chose, et ça c'était nouveau, c'est de voir que les embryons femelles présentaient des taux d'apoptose plus élevés que les mâles, et c'était significatif.
même si dans le milieu avec l'albumine, la différence était moins élevée que dans le milieu avec sérum. Dans ces conditions de culture, nous n'observons pas de déviation du sexe ratio, mais donc une différence de qualité entre les embryons mâles et femelles. Alors nous avons choisi de stresser les embryons avec un stress oxydatif. Pourquoi un stress oxydatif? Parce que l'embryon in vitro, il est exposé notamment à des concentrations d'oxygène, à des traces de métaux lourds, aux UV, toutes conditions qui vont générer des espèces réactives de l'oxygène, et c'est donc un stress qui est bien connu dans les programmes de production in vitro d'embryons. Donc on a stressé nos embryons à partir du moment où le génome de l'embryon s'exprime, pour voir un petit peu ce qui se passait. On a remarqué que de nouveau que les embryons produits en sérum étaient de moins grande qualité, puisqu'il fallait des doses beaucoup plus élevées pour obtenir le même effet sur le taux de développement dans le milieu avec albumine par rapport au milieu avec sérum. Là, cette fois-ci, nous avons sexé les embryons par PCR après les avoir caractérisés au niveau de différents paramètres, dont l'apoptose. Là, il y a un petit changement au niveau du gène, mais ce n'est pas très grave. Et voilà ce que nous avons obtenu après sexage. Et là, nous étions extrêmement surpris, puisque, je vais vous expliquer, ici nous avons donc bien sûr en bleu, désolé pour le stéréotype, les mâles et en rose les femelles. Et donc, vous avez la condition contrôle et la condition après stress. Donc, ceci, ce sont uniquement les embryons qui ont survécu au stress jusqu'au stade blastocyste. Et donc, ce que vous voyez très bien, c'est dans le milieu avec albumine, ce sont les femelles qui vont mieux résister au stress, puisque la différence de sexe ratio est significative entre les deux conditions. Tandis que dans la condition avec sérum, ce sont clairement les mâles qui résistent mieux, et on observe d'ailleurs dans ce cas-ci une déviation du sexe ratio significative par rapport aux 50-50 attendus. Alors évidemment, on a essayé de voir si nos paramètres de qualité pouvaient refléter ces différences de résistance au stress oxydatif. Donc nous avons regardé deux paramètres, donc plus que ça, mais je vais faire court. Le nombre de cellules. Pour commencer, donc toujours nos deux milieux. Et donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que, bien sûr, le stress induit une diminution du nombre de cellules, et ça c'est vrai dans les deux conditions, et que ce soit pour les mâles ou pour les femelles. Mais ce qui nous a intrigué, en tout cas intéressé, c'est le fait qu'on observe une interaction. Ça veut dire, en gros, pour faire simple, que dans le milieu avec sérum, la diminution du nombre de cellules est plus élevée pour les femelles que pour les mâles. Alors ce n'est qu'une tendance, mais ça reste quand même un résultat intéressant. En ce qui concerne les taux d'apoptose, donc deuxième marqueur de qualité, de manière tout à fait attendue, on observe une augmentation du taux d'apoptose chez les embryons stressés. Mais si on regarde le milieu avec albumine, on observe que l'effet de l'augmentation de l'apoptose est plus importante pour les embryons mâles que pour les embryons femelles dans ce cas-ci. Donc se reflète assez bien les déviations, les changements de sexe ratio que nous avons observés après stress. Alors bien sûr, nous essayons maintenant de comprendre au niveau de l'expression de gènes ce qui se passe. Alors il faut savoir que c'est très compliqué, on travaille avec des embryons qui ont 160 cellules et on doit travailler avec des embryons individuels. Donc on doit adapter toutes les techniques de biologie moléculaire à des embryons. Mais enfin bon, ces techniques ont bien évolué, le seul problème maintenant c'est surtout leur coût. Je vais donc m'arrêter là au niveau des résultats, mais j'aimerais bien conclure avec ce qu'on appelle maintenant les take-home messages. Bon, le premier, c'est ce que j'espère vous avoir convaincu que l'embryon bovin produit in vitro est un bon modèle d'étude du développement embryonnaire précoce, aussi bien pour des études fondamentales, comprendre, et nous en avons fait pas mal, comprendre le contrôle du développement précoce, mais aussi pour des études appliquées, pour développer des milieux, pour aussi pouvoir servir de modèle pour la reproduction assistée humaine. Il faut insister, et ce sont des aires de recherche extrêmement intéressantes et prometteuses, même si elles sont très difficiles, c'est qu'à ce stade-là, l'embryon précoce, c'est le stade où il est le plus plastique pendant tout son développement et toute la vie de l'animal. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que l'environnement va le plus influencer l'embryon, et avec des modifications épigénétiques qui vont avoir des effets à moyen, court et long terme. Et donc, vous connaissez sans doute cette discipline qui est donc Developmental Origin of Health and Disease,
qui est connu sous le nom de Barker's Hypothesis. Et donc c'est vraiment un champ de recherche vraiment intéressant qui permettra peut-être d'expliquer l'augmentation de certaines maladies métaboliques, cardiovasculaires ou cancers à l'âge adulte. Et puis j'espère aussi vous avoir convaincu qu'il faut savoir, il faut tenir compte du fait que les mâles et les femelles sont déjà différents au tout début du développement embryonnaire et que les études où on poule les embryons sans se tenir compte de leur sexe, bien malgré, j'en ai fait aussi, et certains qui ont du mal à dire qu'il faut les remettre en question, puisqu'il faut vraiment étudier séparément les deux sexes dès le stade précoce. Alors, avant de vous remercier pour votre attention, donc je remercie en caractère gras ici les 3 doctorants pour lesquels j'ai repris des résultats dans l'exposé. Bien sûr, toute l'équipe, y compris l'équipe technique sans laquelle nous ne serions pas grand-chose, et bien sûr aussi les financements des recherches appliquées plus fondamentales que j'ai pu mener avec eux. Je vous remercie pour votre attention. Beaucoup d'abonnés et je retiens donc que précocement les femelles sont différentes. Et donc je passe tout de suite la parole à l'assistance. Oui. Merci beaucoup pour votre très bel exposé. Je vais vous demander si vous aviez, entre mâles et femelles, en particulier dans le sérum, recherché des différences dans les cytokines inflammatoires. Oui, alors il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de découper le sérum pour essayer d'identifier les facteurs responsables. Maintenant, il faut savoir d'abord qu'il y a, et ça je n'en ai pas parlé, mais il y a sérum et sérum. Donc, dès qu'on change de l'autre sérum, les effets changent. Et donc, on a des sérums qui sont totalement toxiques. Il y en a des sérums pour lesquels on a un bloc de développement au moment de la transition materno-embryonnaire. Alors, évidemment, on ne montre jamais avec les résultats avec les lots qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc déjà, on a une grande variabilité d'un lot à l'autre. Alors on a identifié, il y a déjà longtemps, la fraction du sérum donc, dans lequel doivent se trouver les facteurs qu'on appelle embryotrophiques. Mais pour ce qui est de la toxicité, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a les traces de métaux lourds, il y a effectivement la présence de cytokines inflammatoires. Alors, il n'y a pas beaucoup d'analyses dans les lots de sérum utilisés. Alors ce qu'on fait maintenant, donc on voyait les résultats avec sérum, on n'utilise plus les 20% de sérum qu'on mettait au début et qui ont conduit aux 30% de veaux anormaux. Hein. Aujourd'hui, nous on ne fait plus de transfert, donc je ne peux pas vous donner de réponse à ce niveau-là, mais le milieu sans sérum en tout cas est utilisé par un groupe français donc qui fait de l'ovum pick-up et qui fait de la sélection bovine, et ils sont très contents des résultats en termes de gestation et en termes de normalité des veaux. Donc voilà, avec sérum, nous sommes descendus à 5% de sérum, donc les dernières expériences, et il semblerait qu'avec ce pourcentage-là, il y a beaucoup moins de risques d'avoir, en tout cas l'incidence est moindre, ou tout simplement le phénotype est moins visible. Et donc là, évidemment, on n'a pas d'études à long terme sur le bovin. Ce n'est pas la meilleure. Par contre, pour étudier les effets sur la santé de l'adulte, le bovin n'est pas un bon exemple parce que voilà, il faudra attendre 20-30 ans et ce n'est pas un âge habituel où on garde les bovins. Merci. Pour quelle raison, pour le meilleur ami de l'homme, la fécondation in vitro a été tellement complexe ou lente à répondre? Alors voilà, donc ça c'est ce à quoi les vétérinaires sont confrontés tous les jours, c'est que les animaux domestiques ont tous leurs caractéristiques et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la reproduction n'est pas nécessairement ce qui est le mieux connu. Les grandes énigmes pour lesquelles on a encore beaucoup de recherches devant nous, c'est comprendre la physiologie de la reproduction du cheval, qui est vraiment une espèce d'ovni dans le monde des animaux, et comprendre la maturation ovocytaire du chien. Donc le chien est une espèce qui n'a que 1 à 2 cycles par an déjà, donc c'est pas pratique quand on veut récolter des ovocytes ou des embryons. Et en plus, il a un système de maturation ovocytaire qui est unique, enfin le canidé, hein, parce qu'il n'y a pas que le chien, en le fait que l'ovocyte est ovulé avant d'être maturé. Et cette maturation se fait dans l'oviducte,
et non pas dans le follicule ovarien, et en plus nécessite des taux élevés de progestérone, parce que la progestérone est déjà produite avant l'ovulation, ce qui n'est pas non plus très fréquent dans les espèces, dans les autres espèces. Et on n'a jamais réussi à vraiment maturer in vitro un ovocyte. Donc le petit chiot qui est né récemment, enfin il y en a plus qu'un, en fait, ils ont maturé in vivo donc l'ovocyte, donc ils ont été recherchés, bon, ils ont simplement stérilisé les chiennes, après les avoir inséminés sur cycle naturel. Donc ils ont été rechercher les ovocytes ovulés dans l'oviducte et ils les ont utilisés pour la fécondation. Et même ça, il y a plein d'équipes qui ont essayé, et il a fallu attendre, se dire qu'il faut 60 heures après l'ovulation pour que l'ovocyte soit prêt à être fécondé, alors qu'on pensait que c'était 24 à 48 heures. Donc ça explique pourquoi. Et la maturation in vitro ne marche toujours pas chez le chien. Donc ça reste vraiment un problème. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont renoncé parce qu'il y en a qui travaillent depuis 15 ans sur ce sujet et qui n'ont rien obtenu. Donc vous comprenez que c'était un peu décourageant. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais, moi, vous dire que les obstétriciens, les gynécologues sont toujours frustrés quand ils rencontrent leurs collègues vétérinaires qui font de la procréation médicale parce que vous n'avez pas toutes les barrières éthiques auxquelles les humains sont confrontés, notamment techniquement, on a la possibilité aussi d'identifier les embryons mâles ou femelles, mais ça n'a pas d'éthique. On peut identifier aussi les gamètes, hein, les spermatozoïdes porteurs de X ou de Y, mais ça pose de gros problèmes éthiques. Vous avez parlé des malformations liées au déficit d'imprinting parental, à l'absence de lyonisation, ce qu'on appelle la suppression d'un des deux allèles. Il y a aussi les phénomènes épigénétiques qui apparaissent in vitro pendant toute la culture de l'embryon, mais ce qui, en tout cas, cause un énorme problème en médecine, c'est le taux de malformation et de pathologie fétale et maternelle qu'on observe quand on replate des embryons chez les mères porteuses. Il y a beaucoup plus de pathologies que chez les mères biologiques, évidemment. Est-ce qu'on observe ce genre de phénomène-là? Alors, il y a une grande différence par rapport à la fibre humaine qui pourrait être une des explications. C'est que, donc, on produit des embryons in vitro en médecine humaine, bien sûr, on les transfère à la maman. Or, la maman, elle a pratiquement toujours eu un traitement de stimulation variable. Ce qui n'était pas le cas pour Louise Braun. Hein. C'était sur cycle naturel que le premier bébé a été obtenu. Mais, et donc, évidemment, ensuite, quand on remet l'embryon, même après une semaine, une petite semaine, même moins, hein, chez le mien, c'est plutôt 5 jours, eh bien, on va avoir dans l'utérus une imprégnation hormonale qui n'est pas du tout celle qui devrait avoir lieu chez une maman à ce stade, on ne va pas dire de grossesse, parce qu'on est vraiment au tout début. On fait des expériences, notamment chez le porc, et je viens encore de reviewer un article sur le sujet, où on traite des truies avec des cocktails hormonaux qui reflètent soit les traitements hormonaux qu'on peut donner pour superovuler, enfin pour stimuler la maturation in vivo chez les femmes, et on observe effectivement des anomalies au niveau des embryons. Donc la solution que certains centres d'insémination pratiquent, et c'est le cas aussi en Belgique, on est quand même à la pointe dans pas mal d'équipes pour cela, c'est non plus de transférer l'embryon directement après, donc 4 jours environ après la fécondation in vitro, mais de le congeler et de le retransférer ensuite sur un cycle naturel, de telle manière à ce que ces traitements hormonaux qu'a reçu la mère n'aient plus d'impact. Alors je ne pense pas qu'on ait assez de données aujourd'hui pour voir si ça permet d'améliorer, mais il y a de bonnes chances que ça puisse contribuer en tout cas à réduire le nombre d'anomalies qu'on observe chez les enfants ou lors des grossesses avec des embryons produits in vitro. Merci, monsieur Poincat. Y a-t-il encore des questions? Alors, sinon, je vous remercie encore et vous félicite pour cette belle exposition.